il faut que les femmes arrivent à voir quelles sont des ressources internes, des résiliences, des guérisons, et que ça passe beaucoup par la parole en fait. Un podcast Equipop pour répondre aux questions que se posent les millions de femmes excisées dans le monde, pour les accompagner, les aider, pour donner les outils aux nouvelles générations d'éradiquer cette pratique ancestrale, pour dire tout simplement qu'il y a urgence que cette pratique cesse. L'excision mutile les organes génitaux externes des femmes pour des raisons non médicales. Dans cet épisode, nous sommes avec une sexologue et formatrice, Violeta Belucha. Bonjour. Bonjour Alessandra. Du Chili, vous arrivez en France en l'an 2000, vous étudiez la sexologie et devenez sexologue spécialisée dans le suivi de femmes qui ont vécu des traumas sexuels, inceste, viol, agression, mutilation. Vous les accompagnez dans leur parcours de guérison. Comment vous retrouvez-vous face au premier cas de femmes excisées ? Comment réagissez-vous ? J'étais à Paris, j'étais animatrice d'un groupe de parole des femmes victimes de violences sexuelles et à l'association Parler, fondée par Sandrine Rousseau. Et j'étais confrontée à mon ignorance. Et je ne savais pas qu'est-ce que voulait dire une des femmes en disant j'étais excisée à l'âge de 7 ans. Donc à la fin de ce groupe de parole, je me suis approchée d'elle et la parlé un peu plus. Et depuis, j'ai commencé à étudier, mais j'étais choquée de mon ignorance en fait. À partir de ce moment, pour la sexologue Violeta Belucha, l'accompagnement des femmes excisées devient une vraie mission. Témoignage d'une femme malienne qui a subi un mariage forcé et qui a été excisée 2 fois. C'est dur, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Les parties qui nous ont été enlevées, qui nous ont été prises, il y a eu la douleur qu'on a ressentie le jour de cette pratique-là, jusqu'à la guérison. C'était pas facile pour moi. Comment vous interagissez au tout début avec une femme excisée qui vient consulter une sexologue comme vous ? En fait, moi, je pense que comme beaucoup de thérapeutes, on était bousculés un peu dans nos réflexes à partir du coronavirus. Donc, ce contexte-là a fait que je fasse surtout des suivis collectifs. Donc, il y avait des groupes au travers d'une plateforme Zoom. Il y avait des femmes victimes d'excision qui venaient avec une animatrice de l'association. C'est elle qui organisait la plateforme Zoom. Donc, comment ça se passe cette séance collective ? Et il y a d'abord des questions. Et puis après, je suis amenée, puisque c'est une science collective, à rappeler certaines bases. Par exemple, que la sexualité se compose des éléments de santé génitale, et puis de santé physique globale, et puis des éléments de santé émotionnelle, et puis de santé psychologique. Et d'autres types de bases, comme l'anatomie, voir qu'est-ce que c'est les clitoris en érection, qu'est-ce que c'est un orgasme. Et ça, c'est le suivi collectif. Alors, il y a aussi un suivi individuel et il y a un point commun entre tous les deux, que c'est d'abord rassurer les femmes excisées et les dire qu'ils n'ont absolument pas besoin de me raconter quels sont les souvenirs traumatiques de l'excision. La plupart a beaucoup d'angoisse en fait au fait que je les pose cette question, donc c'est la première chose que je dis. Qu'ils ne sont pas obligés de me raconter comment c'est passé, que l'important pour moi est de savoir quel est leur présent. Et dans la science individuelle, c'est un peu différent parce que je dois faire d'abord un tableau global de la santé. Par exemple, est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a un suivi médical? Est-ce qu'il y a déjà une réparation? Et puis après, on parle de la vie sexuelle proprement dite, comment se passent les rapports sexuels, et comment se passent les relations de couple. Je dois savoir aussi la santé sexuelle, est-ce qu'il y a un VIH, comment se passent les règles, la contraception. Et puis après, on arrive en fin de la première consultation à parler des difficultés concrètes. Et je attends, mais parfois c'est pas si facile que ça, j'attends que la femme me dise qu'est-ce qu'elle souhaite obtenir ou qu'est-ce qu'elle souhaite changer dans sa vie sexuelle. Semble une question très simple, mais c'est très compliqué quand on n'a pas des repères ou des points de comparaison. En effet, difficile pour une femme excisée de prendre en main sa voix toute seule, comme le témoigne également Atoumata Sako, excisée à l'âge de 5 ans. L'excision, pour beaucoup d'hommes et même de femmes qui maintiennent cette idée, c'est vraiment l'idée qu'une femme non excisée, c'est une femme qui peut être, on va dire, volage, qui, selon l'expression vraiment de chez nous, c'est qui ne reste pas dans son foyer, dans son couple, dans son foyer. Donc c'est vraiment, dans leur esprit, c'est pour limiter ce risque.
Et le fait de vouloir y accéder à nouveau à la possibilité de pouvoir jouir de mon corps, c'était devenu pour mon mari quelque chose de dangereux. Totalement, de très grave. Et il m'a accusé justement d'avoir certainement déjà commencé une vie de débauche. Voilà. Donc là, ça a été encore compliqué pour moi. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai pris contact avec une gynécologue dans le 92. Pourquoi elles viennent vous voir? Est-ce que, donc, on est sur la thématique de la sexualité, j'imagine que vous devez déconstruire tout un tas de clichés, de tabous qu'il y a sur le plaisir sexuel pour une femme, encore plus pour une femme excisée. Qu'est-ce que vous leur dites et quelles sont leurs motivations réelles? En fait, les motivations de toutes les femmes excisées, en général, sont 4. Une, c'est qu'il n'y a pas de plaisir. Une autre, qu'ils n'ont pas envie. D'autre part, ils ont des inquiétudes par rapport à leur normalité. C'est comme ça qu'elles présentent le problème. Et ils ont aussi des complexes. Et ils pensent finalement que toutes leurs problématiques ou difficultés sexuelles viennent du fait d'être excisées. Donc, c'est vrai que la première idée reçue que je dois combattre, c'est de dire que les femmes qui ne sont pas excisées, ils ont parfois les mêmes problématiques. Ou les femmes qui n'ont pas été violées, parfois peuvent aussi avoir des problèmes de relations émotionnelles, affectives et sexuelles avec le mari. Ils peuvent avoir des problèmes d'orgasme, ils peuvent avoir un problème de libido, d'excitation. Elles sont très surprises. Et ça me vient à l'esprit une anecdote. Et il y a une femme qui, il a tout angoissé, me dit... Et je comprends pas, non, ça se passe pas bien. Il avait du mal à parler. En fait, il fallait comprendre à travers le silence, les femmes, les phrases détournées. Elle était tellement angoissée que je lui ai dit, dites-moi comment ça se passe à la maison une journée pour vous. Et elle me raconte qu'en fait, elle s'est levée à 6h du matin. De 6h du matin jusqu'à 10h du soir, elle s'occupait toute seule de la maison, des 3 enfants, du travail, d'un 12e travail. Elle devait traverser la rue dans les transports en commun. Vraiment, elle n'avait pas de temps pour elle. Elle mangeait pas bien. Parfois, elle ne mangeait pas à midi. Donc, je lui expliquais qu'en fait, elle était exténuée et que n'importe quelle femme, avec le rythme de vie qu'elle avait, certainement, le soir, elle n'avait pas la tête ni le corps pour avoir un rapport sexuel de rêve, que ça c'est les films. Et voilà, je dois beaucoup déconstruire, comme vous dites, l'idée de film, parce que les films nous montrent une vie sexuelle qui vraiment c'est pas réel, c'est juste un film. Pour Violeta Beloucha, il est important d'expliquer la différence entre son métier de sexologue et celui d'un psychologue. Je dois expliquer que la sexologue a comme responsabilité de répondre aux questions de l'ordre sexuel. C'est-à-dire, on va parler d'orgasme, de corps, d'excitation, de libido, de rêves érotiques, de consentement, parfois des violences sexuelles ou des relations sexuelles qui se passent dans la douleur. Donc, on va parler de ça. Par contre, la psychologue, elle parle d'une manière beaucoup plus large du passé, du présent, de la famille, des enfants, des amis, du travail, de l'histoire professionnelle, de l'argent. Donc c'est beaucoup plus vaste le travail que fait un psychologue. Les chemins de guérison sont multiples, mais il y a certainement un effort de la part des femmes excisées de ressortir ce qui est resté parfois trop longtemps enfoui au fond d'elles-mêmes. En fait, c'est vaincre la honte. Et pour cela, le plus important, c'est parler, quels que soient les thérapeutes, soit psychologues ou sexologues. L'important, c'est d'arriver à mettre un mot sur les difficultés et de toutes sortes. Et puis, il faut que les femmes arrivent à voir quelles sont des ressources internes de résilience, de guérison. Et que ça passe beaucoup par la parole, en fait. Et qu'il y a aussi des ressources externes. Il y a des aides thérapeutiques qui vont prendre en considération qu'elles ont vécu ce qui s'appelle un trauma du témoin. Elles ont vu des choses et entendu des choses extrêmement choquantes du point de vue émotionnel. La plupart ont un état de stress post-traumatique qui n'a été ni diagnostiqué, ni guéri. Et il faut que les femmes comprennent que
qu'ils ont des flashbacks, des cauchemars, des rêves, des angoisses, et des colères qui montent très vite, des sentiments de vide ou de dépression qui viennent très vite, il faut qu'elle sache qu'il y a aussi des ressources externes à elle. Et qu'il y a tout un tas de thérapeutes, de spécialistes différentes. Et je pense que pour la fin, il faut qu'ils comprennent que elles sont une entre 200 millions. Et qu'ils ont un rôle à jouer dans sa guérison individuelle, dans la guérison de sa famille, la guérison de sa communauté, la guérison des femmes de son pays et la guérison des femmes de tout le monde. Et je pense que dans cet engagement personnel avec leur propre santé et la santé des autres, elles vont trouver des ailes pour avancer. Equipop, l'ONG qui fait avancer la santé et les droits des femmes et des filles dans le monde.